Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jean-Pierre Chabrol dédiée à la lecture de ses livres. Nous sommes toujours dans celui qui s'intitule Les mille et une veillées et je vais vous lire aujourd'hui Le mulet du planteur de Caïpha. Le récit des obsèques du planteur de Caïpha demeura le grand succès des veillées des années durant. Et même pendant la Grande Guerre, où l'on avait pourtant d'autres morts à évoquer, et autrement terribles, mais c'est justement pour cette raison sans doute que les veilleurs de 14-18 ne se lassaient pas de cet enterrement comique et attendrissant. On avait tellement besoin de rire, et il était si dur de s'arracher un sourire. Le planteur de Caïpha est mort le 27 juillet 1914, ce qui permit à sa veuve de soupirer tout au long des années suivantes en guise de consolation. Au moins, il n'aura pas connu les horreurs des tranchées. Son vrai nom était Espérandieu, honoré de son prénom, le planteur de Caïpha. C'était la marque du café qu'il vendait. Le sobriquet venait de là. Espérandieu était l'épicier ambulant. Il faisait les masses de la vallée où l'on n'achetait guère que du café, du pétrole, du sel, du poivre, car tout le reste, chèvres, cochons, jardins, chasse et pêche, le fournissait. La grosse dépense, c'était le café. Une boisson presque sacrée. De mauvais hôtes, il se disait par exemple, quand je suis allé les voir, ils ne m'ont même pas offert le café. C'est dire. À 12 kilomètres à la ronde, il servait les hameaux et les fermes isolées du canton, où il annonçait de loin, en sonnant d'une petite trompe de cuivre rouge dotée d'un embout de corne qui flûtait aigrelette, audible si loin qu'elle se répercutait en écho sur les versants. Le lundi, il montait vers le haut de la vallée. Le mardi, il descendait vers l'aval. Le mercredi, c'était le versant ouest. Le jeudi, le versant est. Le vendredi, il s'approvisionnait. Et le samedi, il tenait son étal sur le marché du bourg. Enfin, le jour du Seigneur, il se reposait comme tout le monde. Quand son attelage grinçait au virage des Raidillons, les gens criaient « Voilà le planteur de Caïpha !» et les gosses couraient à sa rencontre dans l'espoir de resquiller un berlingot de Carpentras en cachette de leurs parents qui leur interdisait d'accepter quoi que ce soit de gratuit, qui finit toujours d'un biais ou de l'autre par coûter cher. D'ailleurs, coûter cher se disait coûter bonbon. C'était d'autant plus vrai que la plupart des paysannes faisaient marquer leurs achats sur le gros carnet couvert de moleskine noire, assez crasseux, pour ne les régler qu'à la fin du mois, au 4e passage, ce qui était souvent difficile entre les 4 grandes foires régionales qui procuraient l'argent frais des récoltes et des troupeaux. Pas mal de familles surchargées de marmailles s'endettaient lourdement d'une saison sur l'autre. Le planteur de Caïpha s'en arrangeait. Ses clients, c'était ça ou rien. Le bonhomme n'était hargneux qu'en parole. Il s'était astucieusement équipé d'une charrette basse à 4 roues légères, véhicule unique dans le pays où ne se voyaient que tombereaux et jardinières à 2 roues. Il avait menuisé sur le plateau, 2 par 2, des tiroirs longs comme des cercueils, mais beaucoup plus spacieux, qui glissaient moelleusement sur d'invisibles roulettes et dont l'ouverture dégageait les arômes ensorcelants du café et des épices. Bref, de ces choses qu'on ne pouvait pas faire pousser chez nous. Sur les ridelles étaient vissés les panneaux publicitaires en tôle émaillée de la marque Le planteur de Caïpha. Un gros monsieur coiffé du casque colonial. Il fumait le cigare dans une chaise longue sous un parasol devant une table servie d'une cafetière et d'une tasse. Dans le lointain, des nègres procédaient à la cueillette sous la surveillance d'un contremaître mulâtre brandissant la chicotte. Une image a suscité des vocations chez les gamins de la pauvre montagne. Le tout tiré par une bête fantastique, un mulet énorme, noir et velu comme Belzébuth. Plus haut, mais moins mastoc qu'un percheron, et surmonté de la tête démesurée de ses produits d'une jument et d'un âne. Il s'appelait d'ailleurs Testard,
Mais c'était surtout parce qu'il avait ses têtes, comme l'annonçait fièrement son patron. Ses têtes et ses phobies, dont il était le seul à connaître les raisons. Par exemple, il se refusait obstinément à franchir le ruisseau de la Gourdouze. Arrivé au milieu du pont, il s'arrêtait. Impossible de le faire avancer ni reculer. Un jour, le planteur, fou de rage, excité par des bûcherons attroupés pour se moquer de lui et de sa bête, avait placé un journal froissé plus quelques brindilles sous le ventre de Testard et il y avait mis le feu. Le mulet n'avait pas avancé ni reculé d'un pouce. Il avait seulement hoché son énorme tête, tandis qu'une insupportable odeur de viande grillée tirait des larmes aux spectateurs qui finirent par écraser honteusement le brasier à coups de bâton. Il fallait dételer l'animal, retirer la lourde charrette à bras pour qu'il consente au demi-tour. Il connaissait ses limites au kilo près. Une caisse de trop, et il ne bougeait plus. Au demeurant, la plus attachante des bêtes de somme. D'un mas à l'autre, en dépit des carrefours, le planteur pouvait siester tranquille. Le mulet connaissait le chemin. L'un des 3 menuisiers du bourg, le père Sostène, faisait office de croque-mort. Il prenait les mesures du défunt, fabriquait le cercueil et attelait son cheval au corbillard municipal. Sa tâche funèbre se terminait au cimetière, devant le caveau de la famille, ou la fosse creusée par le cantonnier. Or, au matin du 29 juillet 1914, jour fixé pour les obsèques du planteur de Caïpha, le menuisier croque-mort Sostène trouva Bijou, son vieux canasson, couché dans l'écurie, en train de crever. Caresses, bourrades, coups de pied, rien n'y fit. Le cheval était incapable de se mettre debout sur ses 4 sabots. Sostène n'osa pas importuner la veuve. Il s'adressa au fils aîné, qui tout naturellement avait pris en main les affaires du Caïpha et qui accepta de prêter le mulet. « Il transportera mon père une dernière fois, » murmura-t-il pensivement. Testard ne fit pas trop de manières pour reculer dans les brancards du corbillard. Le cimetière est à la sortie du village, sur la gauche de la route de la vallée, au bout d'une allée de platanes dans laquelle le mulet refusa tout net de s'engager. Il continua tout droit. Sostène eut beau tirer sur les rênes, descendre pour saisir directement les branches du mort, Testard hochait sa tête énorme et continuait de son pas tranquille, tout droit, vers le haut de la vallée. On était lundi. Le cortège suivait, bien obligé, avec des regards nostalgiques vers le cimetière dont on s'éloignait. Sostène n'osait pas trop rudoyer le mulet. Il pensait que le mort n'aurait pas aimé ça, surtout que l'animal accomplissait ponctuellement son travail habituel. Le cortège comprenait. Il faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Il y avait des sourires attendris. La tournée n'était pas facile. Dans les raidillons, on quittait la Veste, mais personne ne faisait demi-tour. Sur la placette du premier hameau, Testard s'arrêta à l'endroit habituel. Il attendit, tourna la tête des 2 côtés, vers l'arrière. On comprit qu'il s'étonnait de ne pas entendre la trompette du Caïpha. Des vieillards et des infirmes qui n'avaient pas pu se rendre au bourg à la levée du corps s'approchaient timidement du corbillard. Les hommes ôtaient leurs chapeaux, les femmes se signaient. Enfin, Testard décida de lui-même que la halte avait assez duré. Il reprit son chemin vers un mas isolé où une famille endettée s'affola. « C'est le Caïpha qui vient chercher ses sous !» En cette matinée de fin juillet, la chaleur était accablante. Dans les raidillons, le cortège traînait la patte, à Nan, suant, trébuchant. Quelqu'un dit, admiratif, « Je ne croyais pas que les tournées du Caïpha étaient si longues et si pénibles. » Ce qui fut considéré par beaucoup comme la plus belle des oraisons funèbres que puisse rêver un épicier ambulant, à tel point que cela fut répété presque mot pour mot en conclusion dans chaque veillée.